Ok, donc bonjour à tous. Donc je me présente Cédric Girard. Je m'occupe de la partie avant-vente sur toutes les technologies Nutanix chez Siom. Donc juste un petit mot sur Siom. Donc Siom aujourd'hui distribue et intègre en fait les solutions Nutanix depuis maintenant 7 ans, mine de rien, depuis que Nutanix est arrivé en France en 2013. Donc, on agit sur toute la partie intégration, migration, renouvellement d'infrastructures, tout ce qui concerne les machines virtuelles, mais également sur l'ensemble du portfolio Nutanix, pour lequel il va y avoir des prochains webinars pour parler plus amplement en fait, de ces différents modules. Et donc, plus précisément aujourd'hui, on va parler d'un nouvel hyperviseur qui est arrivé sur le marché en même temps que Nutanix à l'époque, qui s'appelle Nutanix AHV, donc Acropolis Hypervisor. Et on va échanger sur comment aujourd'hui nos projets se déroulent, pourquoi les clients également choisissent cet hyperviseur plutôt que des hyperviseurs plus traditionnels, en grande majeure partie VMware, vSphere, puis après Hyper-V. Pour ce faire, je vais vous partager ma présentation. Ok, est-ce que juste quelqu'un peut me confirmer que vous voyez bien mon écran? Ok, non, oui. Anne-Claire, c'est bon de ton côté? Oui. Ok, parfait. Donc aujourd'hui, comment économiser sur la virtualisation? Alors, la virtualisation, en fonction de l'hyperviseur que vous avez sélectionné, soit a un impact financier, soit n'en a pas forcément, puisque notamment c'est le cas avec la partie Microsoft et sa solution Hyper-V peuvent être directement intégrées dans vos solutions de data center et donc licencier également vos VM pour lesquels vous avez besoin d'être au clair auprès de Microsoft. Donc l'idée, c'est de voir un petit peu tout cet écosystème et voir comment on peut opérer. Alors, juste avant de rappeler un petit peu l'histoire de la virtualisation, Nutanix, dans les grandes lignes, donc c'est plus de 16 600 clients aujourd'hui au travers le monde, sur tous les continents. La société est fondée en 2009, premier produit commercialisé en 2011 et arrivé en France en 2013. Il y a aujourd'hui plus de 6 000 employés, dont, si mes chiffres sont encore à jour parce qu'ils n'arrêtent pas de grimper, dont 1 500 développeurs. Alors, chose qui est très importante parce qu'aujourd'hui, Nutanix est une solution qui est 100% logicielle. Donc, pour repositionner Nutanix un petit peu dans l'écosystème, notamment sur la partie hyperconvergence, donc on a notre fameux Gartner qui est sorti en novembre 2019 qui indique aujourd'hui la position de Nutanix par rapport à ses concurrents. Donc, l'idée, c'est de voir notamment pourquoi Nutanix est devant en fait, ses confrères, tout simplement parce que il offre une certaine souplesse en termes de choix de virtualisation, parce que Nutanix fonctionne avec n'importe quel hyperviseur du marché, mais permet de se distinguer, c'est ce pourquoi il est en haut à droite, de par ses possibilités de choix et notamment le fait de proposer un hyperviseur qui est directement inclus dans la solution qui s'appelle AHV, qui est basé sur KVM. Il faut savoir que AHV aujourd'hui est une vraie alternative à VMware ESX et on va comprendre pourquoi juste ensuite. Avant de comparer ces différents systèmes de virtualisation, laissez-moi juste vous redessiner un petit peu l'histoire de la partie informatique telle qu'on l'a connue depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant. Allez, aux alentours des fin 98, 99, début des années 2000, on avait principalement un serveur physique pour un OS, ce qui faisait que pour chaque serveur, on avait matériellement besoin d'une entité à part entière. Puis après est arrivée la virtualisation avec un serveur physique sur lequel on pouvait mettre plusieurs OS, donc plusieurs VM.
Puis après, on est arrivé au stade où on a voulu consolider toute cette partie-là en centralisant notamment la partie stockage pour pouvoir standardiser et homogénéiser un petit peu son infrastructure. Est arrivé à cela nos grands acteurs du cloud, Amazon, Azure, etc., qui sont venus un petit peu bouleverser les usages et qui permettaient à certaines sociétés, notamment qui avaient un intérêt pour le cloud et stocker tout le récit ou tout ce qui était exposé au travers d'Internet sur des plateformes qui avaient des débits suffisants sur du cloud public. Est venu ensuite, aux alentours de 2013, les premières plateformes hyper convergées. Quand je dis 2013, c'est même un petit peu avant, aux alentours de 2011, où Nutanix notamment a été reconnu comme un des précurseurs sur ce niveau-là, et qui a permis, entre autres, de pouvoir commencer à voir un petit peu plus loin, et notamment avec l'arrivée des fameux containers, qui permettent aujourd'hui d'avoir un serveur physique, donc plusieurs OS, et dans ces OS, avoir plusieurs containers. Puis on arrive directement à aujourd'hui, où on a des environnements hybrides, très clairement, sur lesquels on a des environnements qui sont virtualisés aussi bien sur site, mais également hybridés sur du cloud public. Ce qui fait que derrière, lorsqu'on regarde un petit peu les acteurs et dans l'évolution, on retrouve forcément VMware en premier lieu, qui est arrivé et qui a créé la virtualisation. Ça, très clairement, on ne peut pas leur enlever. Ils sont toujours d'ailleurs très présents un petit peu partout dans le monde. Suite à cela, Microsoft a décorrélé sa propre solution de virtualisation avec Hyper-V. On va quand même parler des autres acteurs, parce qu'ils existent quand même décorrélés peut-être sur plusieurs solutions, mais notamment KVM avec sa base Linux open source et Citrix XenServer. L'idée, encore une fois, c'est de bien comprendre l'évolution du marché. Aujourd'hui, Nutanix, comment se positionne Nutanix vis-à-vis en fait, de cette histoire ? Tout simplement, grâce à cette partie hyperconvergence qui est arrivée aux alentours de 2011-2013, on a permis à Nutanix tout simplement de pouvoir gérer plusieurs hyperviseurs. Donc, quand le produit a été pensé, il a été pensé d'une manière telle qu'on peut les penser pour les grands acteurs de ce monde. Facebook, Amazon, Google. Aujourd'hui, on ne va pas aller faire déplacer un technicien juste parce qu'il y a une barrette de RAM. Pourquoi ? Parce que le data center étant suffisamment grand, la résilience étant suffisamment grande également, que pour missionner une opération humaine, on a besoin d'attendre plusieurs pannes. Donc l'idée, c'était de savoir comment, à aujourd'hui, les grands de ce monde faisaient pour travailler et de calquer ce modèle-là directement aux entreprises. Donc pour ce faire, Nutanix a commencé naturellement à travailler avec du VMware, initialement, pour percer le marché, très clairement, pour apporter cette hyperconvergence directement au sein des structures. Puis est venu après se décorréler sur les autres hyperviseurs, que l'on connaît tous aujourd'hui, mais également proposer, à côté de tout ça, un nouvel hyperviseur, qui s'appelle AHV, donc Acropolis Hypervisor. L'idée, c'est quoi ? C'est tout simplement d'apporter une certaine souplesse et un autre regard vis-à-vis de ces solutions. Aujourd'hui, traditionnellement, on a l'habitude de travailler avec VMware, on a l'habitude de travailler avec Hyper-V. On a du mal un petit peu à penser autrement puisque aujourd'hui, le périmètre qui est en place chez la plupart des clients restreint les clients à penser de cette manière-là. Si maintenant on fait l'amalgame à ce que peut proposer AHV aujourd'hui, on va se recalquer sur comment font les grands de ce monde. Si je prends Google, si je prends Amazon ou si je prends Azure, qu'est-ce qu'on va y retrouver ? On va y retrouver principalement la même chose, à savoir une unique interface d'administration qui va nous permettre de prendre des abonnements, de créer des VM, de pouvoir les faire communiquer entre elles au travers d'un réseau virtuel. Pour autant, on ne sait absolument pas ce sur quoi elles sont exécutées en termes de virtualisation. Forcément, Azure, on peut bien que derrière, ça va être de l'Hyper-V, mais pour autant, les autres, on ne sait pas si c'est du KVM, est-ce que c'est du VMware, est-ce que c'est une autre chose. Voilà. L'intérêt aujourd'hui, c'est de consommer de l'IT. Donc, si on prend cette approche en fait, qui est cloud d'entreprise et qu'on calque ce modèle de cloud public directement sur ce qu'on pourrait travailler on-premise, qu'est-ce qu'on va y retrouver ? On va y retrouver principalement donc, des serveurs avec un système de stockage qui est centralisé, toute la redondance qui va bien pour faire en sorte que même s'il y a une panne matérielle,
le niveau de service, cette fameuse SLA, continue d'opérer pour distribuer l'environnement applicatif qui a été souscrit. On a cette partie serveur, mais on a également toute la partie networking qui est induite et incluse dans cette solution, mais qui est pourtant opérante et présente. Donc matériellement, on a cette partie serveur, cette partie réseau. Pour autant, derrière, on a un système de virtualisation qui, en fonction du cloud public, est complètement inconnu. On ne sait pas du tout ce sur quoi elles sont exécutées, mais pour autant, ça ne nous empêche pas de travailler. Encore une fois, nous, tout ce que l'on souhaite en tant que client de cloud public, c'est consommer de l'IT. Bien sûr, pour que tout cela opère, on met à disposition un portail à l'utilisateur final pour qu'il puisse commander et opérer, piloter tout ou partie de son SI sur du cloud public. Pour que tout cela fonctionne, forcément, le cloud public en question a mis à disposition des API qui permettent en fait de piloter l'ensemble du stack. Et c'est ce qui est intéressant en fait à aujourd'hui, puisque on peut en fait décrire cet usage de cloud public de cette manière-là pour faire en sorte après d'avoir son SI qui est ni plus ni moins qu'un ensemble de VM et donc un ensemble d'applications métiers qui s'exécutent entre elles. Du coup, l'approche cloud d'entreprise permet tout simplement, vu de l'utilisateur, d'avoir juste un portail utilisateur final unique qui permet de piloter son SI. Toute cette partie infrastructure est complètement invisible en fait, de l'utilisateur final. L'idée, c'est quoi? Tout simplement, si on approche ce fameux cloud d'entreprise directement chez vous, qu'est-ce qu'on va y retrouver? Ce fameux end-user directement sur la technologie Nutanix. Donc derrière, matériellement, à quoi ça correspond? Ça correspond à des châssis qui font généralement 2 U de hauteur avec des form factors et des densités différentes en termes de nombre de serveurs contenus à l'intérieur, mais qui va vous mettre à disposition un portail en utilisateur final qui va pouvoir gérer l'entièreté de votre SI au travers d'un ensemble de VM. Donc on est vraiment dans la même philosophie. Mis à part que vous êtes directement chez vous ou alors dans votre data center que vous allez louer chez des grands opérateurs type OVH, type ETX, type Pour autant, l'approche cloud d'entreprise, si on le compare à une infrastructure traditionnelle, parce que c'est quand même ça qui est important également, on va y retrouver quoi? On va y retrouver donc nos fameux serveurs physiques qui peuvent être 1, 2, 3, 15, 17 serveurs dans le même cluster, peu importe. Une couche de réseau de stockage et de stockage. Le système de virtualisation qui va venir opérer la couche matérielle et qui va venir exécuter différentes VM avec vos applications métiers. Et ce sont vos applications métiers qui sont le vrai nerf de la guerre pour votre entreprise. Donc l'idée, c'est tout simplement de comparer le comparable et de dire, voilà, Nutanix va vous apporter exactement la même chose au sein d'une appliance matérielle. Alors, encore une fois, ça peut être différents constructeurs. On n'est pas marié à un constructeur. Ça peut être du Lenovo, du HPE, du Dell. Nutanix met à disposition également ses propres appliances basées sur du Supermicro. Mais l'idée, c'est encore une fois, vous choisissez votre matériel, vous choisissez votre système de virtualisation et toutes vos VM sont mises à disposition au travers d'une seule et même interface. En exemple de form factor, 2 U de hauteur, 2 châssis d'alimentation. Donc ça, c'est des plateformes Supermicro, mais on retrouve la même chose chez du Lenovo ou chez d'autres constructeurs. Et l'idée, c'est que voilà, sur 2 U de hauteur, on arrive à avoir ces 4 hyperviseurs dans ce cas-là, avec 2 blocs d'alimentation complètement redondants et autonomes l'un de l'autre, et 4 serveurs complètement également indépendants matériellement. Sur ces serveurs, on va y retrouver une carte mère, des processeurs, des barrettes de RAM, des disques durs, des cartes réseau, etc., etc. On peut apprécier après différents form factors, différents châssis qui permettent, en fonction de la densité souhaitée, de mettre plus ou moins de VM en fonction des workloads. Je passe très rapidement dessus. L'idée, tout simplement, avec Nutanix, c'est de considérer que vous choisissez votre plateforme matérielle, vous choisissez également votre système de virtualisation. Vous pouvez également, au travers de cette console qui s'appelle Prism,
piloter en fait la couche matérielle, la couche de virtualisation, mais également, si vous le souhaitez, du cloud public. Encore une fois, la console Prism sera capable de piloter les API de vos clouds publics pour créer et étendre naturellement et sans douleur votre SI sur du cloud public. Très rapidement, comment ça fonctionne? Ça fonctionne de la même manière, quel que soit le système de virtualisation, quel que soit le matériel. Vous avez ici dans votre cluster un certain nombre d'hyperviseurs basés sur des processeurs x86, processeur Intel à aujourd'hui et très prochainement AMD également. On peut également avoir du PowerPC sur la partie AHV. Ces hyperviseurs donc, vont exécuter un certain nombre de vos VM. Et donc, particularité chez Nutanix, c'est que, encore une fois, Nutanix est un produit 100% logiciel. Et donc, sur chacun des hyperviseurs, vous allez avoir une contrôleur VM. Et c'est cette fameuse contrôleur VM qui est propre à l'hyperviseur qui va venir piloter l'accès aux ressources de vos VM directement sur la couche du stockage. Ces fameuses CVM donc, vont travailler entre elles pour venir provisionner l'ensemble des disques durs qui sont contenus sur chacun des hyperviseurs. Vous avez systématiquement des disques durs SSD sur chacun des nœuds. Vous pouvez avoir du full flash, vous pouvez avoir de l'hybride avec des disques mécaniques et des disques SSD. Vous pouvez avoir du NVMe SSD, du full NVMe, et on peut aller tirer après un petit peu plus haut en termes de performance avec du RDMA et ainsi de suite. Il y a encore une fois, c'est qu'on vient faire disparaître la partie réseau de stockage en rapprochant la donnée au plus près de la VM. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les blocs qui sont fréquemment utilisés des VM sur l'hyperviseur en question vont être stockés directement sur l'hyperviseur. Donc, on raccourcit et on rapproche au plus près la donnée de son exécution. Bien évidemment, on va y retrouver les grandes mécaniques du stockage, la partie snapshot, clone, compression, débit. Et ce, pour n'importe quel hyperviseur. Il y a encore une fois, c'est par un système d'auto-tiering, donc tiers chaud, tiers froid, pourquoi pas des tiers plus ou moins tièdes. Et c'est Nutanix qui va s'occuper de positionner les blocs là où la performance est désirée par rapport à l'exécution des VM. Donc, n'hésitez pas à poser des questions au passage si vous en avez. Et donc derrière, on est capable de faire ça sur n'importe quel hyperviseur. Donc, si on fait un petit peu l'état des lieux de ce qui a du sens à aujourd'hui en termes de fonctionnalités sur de la virtualisation, on va y retrouver des grandes fonctionnalités en fonction de si c'est des machines virtuelles, des autres, des clusters et ainsi de suite. Bon, forcément, les machines virtuelles, on veut pouvoir en créer, on veut pouvoir les modifier, on veut pouvoir changer des VLAN, on veut pouvoir en cloner, créer des modèles. Sur la partie haute, on veut pouvoir gérer et superviser la couche matérielle et pouvoir potentiellement ajouter du GPU. On veut, d'un point de vue cluster, être sûr qu'on a à minima l'achat, à savoir si un nœud tombe, on puisse faire repartir les VM sur les nœuds restants, ainsi de suite. On a la partie ajustement dynamique des ressources chez VMware qui s'appelle DRS, qui permet en fait de repositionner des VM en fonction de la charge de certains critères, que ce soit CPU, disque, etc. Avoir potentiellement aussi une homogénéisation au niveau de la configuration des vSwitch sur chacun des autres. Et potentiellement après, si on monte encore d'une strat, à savoir sur les sites, pourquoi pas sur des racks, pour pouvoir opérer des plans de reprise d'activité, les orchestrer et pourquoi pas faire de la réplication synchrone ou asynchrone. Aujourd'hui, c'est ces grandes fonctionnalités qui sont demandées dans la plupart de nos projets et qui sont décorrélées et accessibles au travers des hyperviseurs proposés et gérés par Nutanix. Si on prend Nutanix AHV aujourd'hui et qu'on commence à le comparer aux autres solutions, l'avantage, c'est que d'un point de vue licensing, AHV est inclus dans les solutions Nutanix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous achetez un produit Nutanix, vous avez déjà l'hyperviseur qui vous est proposé. Donc, vous pouvez en bénéficier, je ne veux pas dire gratuitement parce qu'il est inclus dans la solution. Par contre, si vous préférez travailler de manière traditionnelle avec du VMware, vous n'aurez ni plus ni moins qu'à acheter le licensing qui va bien. Donc, ça veut dire que d'un point de vue investissement, d'un point de vue budget, vous avez juste à rajouter la ligne budgétaire correspondant à votre système de virtualisation. Pour tout produit Nutanix, sachez, et c'est important de le garder à l'esprit, que AHV est inclus en fait dans la solution.
Si on regarde un petit peu l'écosystème d'AHV à aujourd'hui, on se retrouve certifié sur toutes les grandes solutions. Donc, toute la partie produit Microsoft, Citrix, Red Hat, Debian, Oracle. On est, d'un point de vue application critique, certifié jusqu'à du SAP HANA. Après, bon, l'écosystème est relativement vaste sur toute la partie certification, en sachant qu'encore une fois, le moteur reste du KVM, mais il a l'avantage d'être maintenu et supporté directement par Nutanix. Bon, les petits plus de AHV par rapport à ses concurrents sont notamment quelques petites fonctionnalités qui sont sorties il y a quelques années de cela, dont une qui s'appelle le AHV Turbo, qui permet notamment sur certains workloads d'accélérer des temps de traitement. Alors, ça ne marche pas pour tous, mais pour certains qui sont relativement coûteux. Donc, plutôt que de séquencer les accès à la partie disque, on est capable, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais de les paralléliser, de bénéficier en fait et de tirer parti de la puissance du nombre en fait de CVM sur un même cluster. Je pourrais le creuser un petit peu plus tard si vous le souhaitez au travers des questions. Également, ce qui est intéressant à AHV par rapport aux autres solutions, c'est que Nutanix propose un autre composant qui s'appelle Flow, qui va vous permettre en fait de firewalliser vos applications directement au niveau de la VM. Je laisserai Anne-Claire vous faire suivre le lien sur le petit webinaire de la partie Flow. L'idée, c'est tout simplement d'avoir un firewalling orienté application. Qu'est-ce que j'entends par là? Sans trop, encore une fois, prendre le pas sur le prochain webinaire. Sans connaître une adresse IP, sans connaître un port, vous serez capable de catégoriser vos VM, de les affecter à une application et de dire, ben voilà, je ne veux pas que mon application de ma partie ressources humaines puisse dialoguer avec mon ERP, par exemple. Ce qui fait que même si votre application se trouve sur le même sous-réseau IP, donc on est bien niveau 3, on sera capable de les segmenter et faire en sorte que ces VM entre elles ne puissent pas converser d'un point de vue réseau. Donc, on est capable de le faire orienté application. On est capable de le faire également et de manière traditionnelle avec le fameux IP port. On peut le faire dans tous les sens. L'idée, encore une fois, c'est d'apporter de la simplicité et de se calquer plutôt par rapport à un besoin plutôt que de le faire au scalpel, à savoir l'IP, le port, etc., etc. Donc, c'est notamment pour ça que certains de nos clients choisissent directement AHV juste pour ce composant qui s'appelle Flow. Pour autant, avec ce même hyperviseur, on est capable de faire de la réplication synchrone ou asynchrone. L'intérêt vis-à-vis de d'autres systèmes de virtualisation, c'est qu'on est granulaire à la VM. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne va pas répliquer un volume de stockage, qui pourrait être de l'Oracle, de l'Exchange, du SQL Server. On va répliquer une VM, un groupe de VM, un ensemble de VM, etc. etc. L'idée, c'est qu'on est capable de faire du one-to-one, du one-to-many et du many-to-one. Donc, on est capable de le faire dans tous les sens. On a également des mécanismes de compression, notamment si on utilise des liens WAN. Mais encore une fois, l'idée, c'est de retenir qu'on est granulaire à l'AVM. Encore une fois, Nutanix, c'est ce sur quoi il travaille, ce sur quoi il pilote, et c'est essentiellement de la VM. On est également, on apporte une consistance applicative au niveau de la réplication si nécessaire. Quels sont les usages aujourd'hui qui répondent au système de virtualisation et notamment à AHV? Tout ce qui se virtualise, tout simplement. On va y retrouver tout ce qui est virtualisation de serveurs avec une compatibilité OpenStack. On va y retrouver également tout ce qui est Big Data, Dev, Test, tout ce qui est collaboratif, donc Exchange, SharePoint, mais également tout ce qui est téléconférence avec des IPBX, etc., etc. On est également capable de faire du robot, donc du Remote Office et du Branch Office. Vous avez un besoin de quelques VM sur un de vos sites distants. Alors, on est capable de mettre un nœud Nutanix qui va uniquement héberger ces quelques VM-là. L'idée, c'est d'avoir une seule et même console pour piloter l'entièreté de votre SI, quel que soit le site. On est également compatible avec tout ce qui est VDI, avec du Citrix, XenDesktop, XenApp, VMware Horizon View, Systentia pour les Frenchies qui ont besoin
de certaines certifications normes françaises. Et Nutanix viendra proposer également un composant qui s'appelle Nutanix Frame, pour lequel on va également opérer un webinar, je vous invite à suivre, qui va permettre notamment de faire du VDI sans agent. Je ne vous en dis pas plus, le webinar sera fait pour ça. Et on héberge également tout ce qui est applications critiques, donc avec tout ce qui est certification SAP, Oracle, IBM, etc., etc. Alors vous allez me dire, OK, nous on connaît très bien VMware, on connaît très bien Hyper-V, AHV on ne connaît pas forcément. On a entendu parler, on sait que de plus en plus de clients immigrent. Par contre, comment vous pouvez-vous transposer votre besoin et pourquoi pas migrer vers AHV? Aujourd'hui, Nutanix met à disposition un composant qui s'appelle Nutanix Move, qui est une VM qui a le même rôle qu'un VMware converter et qui va venir pouvoir en fait migrer directement vos VM, que ce soit VMware, Hyper-V ou même qui aujourd'hui sont sur AWS, d'autres clouds publics vont venir demain, et pouvoir les migrer directement vers AHV. L'idée, c'est tout simplement de se connecter avec les credentials de la VM, de pouvoir commencer à l'aspirer, d'injecter les Nutanix Tools, équivalent des VMware Tools sur cette VM, avant le process de migration, mais dans les grandes lignes, ça fonctionne de la même manière qu'un VMware Converter. Si ce n'est que derrière, on va venir pouvoir aspirer différents types d'environnements. L'idée, encore une fois, après derrière, c'est vous définissez votre source. Donc, ça peut être, encore une fois, VMware ou n'importe quel système de virtualisation d'aujourd'hui. Vous définissez le cluster de destination, puis après, vous allez pouvoir opérer des plans de migration. Donc, l'idée, encore une fois, comment ça se passe? On se connecte à la VM, on commence à aspirer son contenu, donc la VM continue de tourner. Puis, lorsqu'on est arrivé à 98% en fait de l'aspiration, on va effectuer ce qu'on appelle un cutover, à savoir que Nutanix Move va venir arrêter la VM source, on réplique le delta de données modifiées, puis on la rallume directement sur AHV. La partie conservation des adresses IP est opérée, et ainsi de suite. Rien de nouveau par rapport à du VMware Converter. Plus précisément également, dans les questions qui nous sont posées aujourd'hui, écoutez, oui, effectivement, le système de virtualisation, on n'en a pas forcément besoin plus d'un que de l'autre. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les fonctionnalités. Par contre, M. Girard, vous proposez de l'AHV, par contre, nous, on est habitué à nos outils de sauvegarde. Majoritairement, aujourd'hui, en France, on retrouve beaucoup de Vim. On a également de l'ArcServe ou d'autres solutions. Comment aujourd'hui AHV se positionne vis-à-vis de ces produits qui sont déjà en place chez les clients et pour lesquels certains clients sont habitués et ne souhaitent pas en changer? Rassurez-vous, aujourd'hui, les solutions de sauvegarde qui sont compatibles pour AHV figurent ici, dont à peu près 7 parmi ce panel-là fonctionnent sans agent. On n'a pas besoin d'installer les agents sur des VM. C'est le cas notamment pour Vim, qui depuis 2 ans maintenant est compatible Nutanix AHV. VMware, Hyper-V, AHV sont compatibles Vim. Pour autant, on a des nouveaux acteurs qui sont nés avec Nutanix, notamment IQ, qui vont vous permettre d'apporter une simplification sur la partie sauvegarde en se calquant sur un besoin. Donc là, encore une fois, on a un petit webinaire là-dessus d'ici quelques semaines orienté IQ. Je vous invite à le suivre pour voir aujourd'hui ce que IQ est capable de vous proposer en termes de backup et comment il arrive à se différencier des autres solutions. Je reviens sur la partie support pour lequel on a souvent des questions. Comment ça se passe aujourd'hui si on a un problème sur AHV? Typiquement, de la même manière qu'avec les autres systèmes de virtualisation, si vous prenez du VMware, vous avez des contrats de support avec des périodes où le support peut vous rappeler, peut travailler sur les problèmes en question. Sachez qu'aujourd'hui, avec Nutanix AHV, vous avez un support 7.7 24/24 et ce, systématiquement. Ce support 7.7 24/24 prend la partie matériel Nutanix, prend également la partie hyperviseur, en plus de la solution Nutanix. Donc, c'est-à-dire que vous avez un package complet en termes de support.
exit toute la partie ping-pong que vous pouvez avoir à certains moments ou sur certains cases entre la couche matérielle, le système de virtualisation, voire le système de virtualisation de stockage. L'idée juste de ce petit slide-là, c'est de mettre en avant aujourd'hui la très grande qualité du support Nutanix, qui a un score NPS. Alors, je vous invite à regarder ce que c'est que le NPS, notamment chez les autres constructeurs, mais qui est noté aujourd'hui à 92. Qu'est-ce que le NPS? Très rapidement, aujourd'hui, lorsque vous clôturez un case, vous avez une enquête de satisfaction. Ces enquêtes de satisfaction sont agrégées par cette solution, par cet organisme-là, et qui va affecter des notes. De 0 à 6, vous avez un score de moins 100, de 7 à 8, vous avez un score de 0, et de 9 à 10, vous attribuez un score de plus 100. En moyenne, aujourd'hui, Nutanix a un score de 92, et ce depuis plus de 4 ans déjà. Donc, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, la qualité du support est quelque chose qui est très importante chez Nutanix. Vous avez des engagements qui sont pris aujourd'hui en fonction des niveaux de support, mais encore une fois, c'est systématiquement du 24/24, 7/7, toute l'année. Vous n'avez pas de J+1 en termes de délai de rappel vis-à-vis des lignes d'ouverture de case. Vous avez 3 shifts donc qui sont décorrélés en 3/8. Lorsque vous appelez sur la tranche horaire française, donc vous tombez sur le support qui est à Amsterdam, pour lequel il y a une bonne dizaine d'ingénieurs qui sont francophones. L'intérêt également sur le support chez Nutanix, quelle que soit la brique, c'est en fonction du case que vous allez ouvrir, vous allez être rappelé directement par l'ingénieur support niveau 3. Donc vous aurez directement la bonne personne. Vous n'aurez personne qui va venir faire un aiguillage ou autre, vous serez rappelé directement par la bonne personne. Derrière, si on prend un petit peu de recul par rapport à ce que propose Nutanix en plus d'AHV, et je termine ça avant de passer à la partie questions et la partie démo, juste un rapide coup d'œil. Donc, on a principalement parlé de la machine virtuelle, chose que Nutanix fait très bien, quel que soit l'hyperviseur. Nutanix propose également, au travers d'un composant qui s'appelle Car1, pour lequel il va également y avoir un webinaire le 18 juin, qui permet également de gérer toute la partie container. Alors, sachez que ce composant, il est gratuit pour tous les clients Nutanix et ça vous permet de mettre directement un pied dans le conteneur, en sachant que le conteneur sera d'ici quelques années ce qu'est la machine virtuelle précédemment au serveur physique. On est également capable de vous proposer des serveurs de fichiers, donc tout ce qui est haute performance, haute résilience, quel que soit le millier d'utilisateurs ou des centaines d'utilisateurs que vous pouvez avoir, en y apportant des nouvelles réponses au contexte d'aujourd'hui, à savoir tout ce qui est contrainte RGPD en termes de suivi de modification de fichiers, également tout ce qui est analytics avec un petit peu de machine learning pour savoir quand est-ce qu'un crypto-locker commence à opérer chez vous, et ainsi de suite. On est également capable de faire du stockage objet, mettre à disposition également du volume de stockage Nutanix à des serveurs qui sont en dehors d'un cluster Nutanix. L'intérêt, c'est quoi? Tout simplement, vous avez un serveur Oracle chez vous. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, le licensing Oracle coûte relativement cher, notamment si vous avez une VM Oracle qui vous oblige à licencier tous les sockets du cluster en question. L'idée, c'est de proposer du stockage performant, du stockage résilient, à un serveur qui sera potentiellement monosocket et qui vous permettra d'économiser du licensing sur cette partie-là. On vous propose également de la micro-segmentation réseau au travers du composant Nutanix Flow, qui vous permet encore une fois de faire du firewalling entre vos VM avec des stratégies applicatives. On est également capable de faire du plan de reprise d'activité. Donc, opérer un plan de reprise d'activité, l'orchestrer, le maintenir, c'est quelque chose qui peut être relativement coûteux, relativement compliqué à mettre en place. Nutanix aujourd'hui, tout simplement, encore une fois, arrive à opérer ce type d'exercice le plus simplement du monde, avec un composant qui s'appelle LEAP, dont on aura également un webinaire là-dessus, qui va vous permettre de, soit en fonction de catégorie de VM ou alors de nom de VM, c'est vous qui déterminerez un petit peu l'orchestration de ce redémarrage sur un cluster distant. Donc, va vous permettre en un clic de basculer votre PRA, mais également de pouvoir le tester. Et ça, c'est quelque chose qui est relativement important, puisque c'est quelque chose qu'on minimise aujourd'hui en termes d'impact, à savoir, je suis capable de tester mon PRA pendant la production.
Et ça fait partie des gros plus que Nutanix Leap aujourd'hui propose en fait à ses clients, puisque c'est des demandes qui sont de plus en plus récurrentes et qu'on retrouve en fait sur nos projets, à savoir les assurances demandent quand est-ce que le dernier plan de PRA a été testé, et ainsi de suite. Avec Nutanix Leap aujourd'hui, vous êtes capable de le basculer, mais également de faire des tests pendant la production. Également disponible un composant qui s'appelle Nutanix Scan, pour lequel il y aura également un webinar, qui permet aujourd'hui de tester l'orchestration et l'automatisation des déploiements de vos VM, de vos applications métiers. Qu'est-ce que j'entends par là? Aujourd'hui, vous avez des tâches qui sont récurrentes. Vous avez besoin que vos développeurs puissent tester leur montée en version sans impacter la production. Vous êtes capable, au travers de ce marketplace d'entreprise qui sera stocké chez vous, de pouvoir déployer un nouvel environnement from scratch, importer des données, le tout opéré par Nutanix Calm, et pouvoir mettre à disposition cette orchestration-là directement auprès de l'équipe de dev sans monopoliser l'équipe système et réseau, moyennant un système de quotas si vous le souhaitez, et ainsi de suite. Composant très très intéressant. Également à disposition un composant qui s'appelle Nutanix Era, pour lequel il y aura un webinar par la même occasion qui sera conduit par Charlie chez nous. Donc, qui s'appelle Nutanix Era, qui vous permet en fait de provisionner n'importe quel système de base de données, Oracle, MySQL, SQL Server, MongoDB, etc. etc. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas DBA. Pourtant, je suis capable de déployer un cluster Oracle en 10 minutes, juste en ayant saisi un nom d'instance, un nom de base de données, quelques adresses IP, et en faisant un clic sur suivant. Donc ça, c'est Charlie qui vous montrera tout ça prochainement. Autre webinaire également sur la partie VDI, avec un composant qui s'appelle Nutanix Frame, qui permet de faire donc, du VDI, donc de la publication de bureau sur de l'OS client, mais également de la publication d'applications, donc ces fameuses applications transparentes chez Citrix ou Remote Apps chez Microsoft, au travers d'un navigateur en HTML5, sans agent, sur lequel vous pouvez, pourquoi pas, en mode Covid-19, envoyer directement une URL à vos utilisateurs finaux, pour lesquels ils auront juste à renseigner leur credential Active Directory et se retrouver authentifiés directement sur le SI de l'entreprise. Encore une fois, ce composant est quand même relativement intéressant. Je vous encourage à suivre le webinaire. Donc, juste avant de passer sur la partie démo, est-ce que certains ont des questions? On a des petites questions. Pas de questions pour le moment. Je laisse encore quelques secondes avant de passer. Il y a une petite question. Oui. Salma qui demande comment peut-on optimiser les ressources de stockage sur Nutanix. Alors, quelles sont aujourd'hui les mécaniques d'optimisation de stockage? On a la compression, on a la dédupe, on a l'erasure coding, qui sont des fonctionnalités qu'on active directement sur l'équivalent d'un data store, alors quel que soit l'hyperviseur, et qu'on va retrouver également sur AHV. Je vais faire un petit focus dédié à ça lors de la démo. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas pour le moment. Pas pour le moment. Bon, je vous invite également dans la partie démo à poser vos questions si nécessaire. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne sur de la HV. Alors, je m'authentifie sur la console Prism. Alors, encore une fois, la console Prism aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas besoin de client lourd. C'est une console qui est full HTML5. Donc, vous pouvez y accéder au partir d'un smartphone, d'une tablette, d'un PC forcément, d'une voiture Tesla. Voilà, c'est vous qui choisissez. Ok. Alors, si je n'arrive pas à me ça va être compliqué. Ça ne va pas aider, c'est peut-être pour ça que ça ne marchait pas. Alors,
on va le faire. Donc forcément, on peut calquer ça sur l'Active Directory pour plus de facilité. Donc on va se retrouver ici donc, sur notre lab, qui nous sert de démo principalement. Donc là, on est sur la console Prism centrale qui permet de fédérer plusieurs clusters. Donc, on va y retrouver différentes vues. Ce qui va nous intéresser pour aujourd'hui, c'est directement d'accéder sur la console d'un cluster et voir un petit peu comment aujourd'hui les organismes tels que VMware ou HV se différencient d'un point de vue gestion. Donc, je vais me connecter sur un cluster 4 nœuds basé sur de la HV pour se connecter à la console qui s'appelle Prism Element, qui est la console dédiée propre au cluster de ce cluster 4 nœuds. Donc ici, on se retrouve donc sur l'écran d'accueil pour lequel on a une vue d'ensemble en fait, de ce qui se passe sur le cluster. Donc on va y retrouver ici sommairement l'hyperviseur AHV, sa version, une petite métrique sur la partie stockage et son taux d'occupation, le nombre de VM qui y tournent, celles qui sont on-off. Est-ce qu'aujourd'hui, le achat est activé et est-ce qu'il est OK? C'est-à-dire, est-ce que je peux me permettre aujourd'hui de perdre un nœud dans mon cluster et de faire tourner le restant de la VM, notamment sur la partie RAM. Donc ici, 4 nœuds dans notre cluster Nutanix, une vue sur la partie performance, alors CPU, RAM, vue cluster, et pareillement sur la partie stockage avec les 3 grandes métriques, à savoir les IOPS, la bande passante et la latence. Une vue sur l'état de santé, avec une vue qui est encore une fois orientée à l'usage, orientée aux besoins, à savoir les informations les plus importantes d'abord. Okay, donc là, ici, on voit que sur la partie haute et sur la partie service, on a des points à vérifier, alors que pour tout le reste, tout est OK. La partie résilience de la donnée, alors c'est un OK qui est tout simple, qui est ouvert, mais qui veut dire beaucoup de choses, et qui veut dire tout simplement, aujourd'hui, je suis capable de perdre un nœud complet dans mon cluster et d'assurer la résilience de ma donnée. Et une vue très rapide et très concise sur la partie alerte critique, les avertissements, les infos et les différents événements. OK ? Si je regarde comment ça se passe entre AHV et VMware, alors je vais me loguer ici sur un portail VMware. OK, il faut juste que je me souvienne de mes credentials. Je vais finir par y arriver. Donc, sur lequel, ici, on va se retrouver en fait sur 2 clusters, pareillement que pour le reste, sur lequel on va non pas avoir en fait de la HV, mais directement du VMware. Et vous allez retrouver en fait exactement la même console avec les mêmes outils de gestion. Donc ici, la console Prism. On va attendre que ça se charge tout doucement. Donc, le temps de faire la route jusqu'au data center. Et merci le réseau. Bon, c'est l'effet des mots, il faut toujours un petit peu. OK, ça va venir. Bon, je vous propose d'y revenir d'ici quelques secondes, le temps que tout se charge. Je viendrai dessus juste après. Donc la partie AHV, donc même console, quel que soit l'hyperviseur, donc AHV, Hyper-V, VMware ou Xen Server. Comment ça s'opère? De la même manière que d'habitude, à savoir que d'un point de vue performance, on a une vue cluster, mais on a également la même chose sur la partie matérielle. À savoir que j'ai juste à sélectionner l'hyperviseur en question et je vais retrouver ici les grandes métriques de la performance du nœud associé sur lequel on vient de cliquer.
On va y retrouver toutes les informations qui vont bien, mais également toutes les grandes métriques de performance sur une seule et même page. Prenez par exemple cette vue à aujourd'hui, ce n'est pas une vue que vous pourrez retrouver notamment chez VMware. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable aujourd'hui de mettre deux métriques différentes sur le même graphique. Aujourd'hui, on est capable ici d'en mettre 5. D'accord? Donc l'idée après derrière, c'est tout simplement de vérifier que tout se passe bien. Et si on veut creuser quelque chose, on a une fonction d'analysis qui permet de superposer pour une analyse un petit peu plus fine. Okay, mais voyez un petit peu aujourd'hui comment la console est assez souple d'affichage. Et pareillement après sur la partie disque, etc., etc. On a cette vue matérielle, mais on a également cette vue au niveau de la VM. Alors tout simplement, encore une fois, avec une vue générale sur tout le parc de VM, avec certaines métriques qui nous intéressent. Et l'idée, encore une fois, après, c'est qu'on a juste à cliquer sur le serveur qui va bien, sur la VM qui va bien, pardon, pour se retrouver sur les performances de la dite VM. Donc, encore une fois, même philosophie, même rapidité d'accès à l'information et même facilité de navigation. Si typiquement demain, on a besoin d'aller un petit peu plus loin, on est toujours dans cette philosophie one-click, à savoir, OK, j'ai l'information qui va bien au niveau de la VM. Par contre, je voudrais creuser parce que je trouve que j'ai des soucis en termes de bande passante, j'ai un traitement qui doit consommer quelque chose que je n'arrive pas encore à cerner. Je vais jusqu'au VDisk, je clique sur le VDisk en question et j'ai l'information que je souhaite. Pareillement sur la partie carte réseau. Il suffit de cliquer sur la partie carte réseau qui va bien pour avoir les métriques associées à cette carte réseau-là. OK. Également, donc, cette fameuse vue qui nous permet d'avoir un classement des top VM par catégorie. Si toutefois, je voulais aller un petit peu plus loin, notamment, je vais prendre un petit peu de… Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre celle-ci, par exemple. Je voudrais faire un petit peu de JAG. Je trouve que ma partie CPU ici, je consomme de manière courante 52% des ressources CPU de la VM. Je voudrais analyser ça et superposer ça avec d'autres critères. J'ai juste à faire Add to Analysis pour que ce compteur se vienne greffer à mes autres compteurs déjà positionnés. Puis derrière, je n'ai plus qu'à naviguer dans l'échelle de temps. Donc là, on navigue par défaut sur les 3 dernières heures. Il me suffit d'aller directement sur le dernier jour en question pour se retrouver avec les courbes qui sont rafraîchies et pourquoi pas naviguer sur une échelle de temps beaucoup plus longue. Okay. Encore une fois, vous voyez à quelle souplesse on arrive à naviguer dans cette partie analysis pour diagnostiquer des potentiels problèmes. Qu'est-ce qui peut vous intéresser également? On parlait tout à l'heure de la partie réplication. Donc, sur ce serveur-là, j'ai des réplications toutes les heures vers d'autres clusters. Donc, j'ai de la réplication asynchrone pour lequel on a, si on le regarde, différentes VM qui sont répliquées sur des sites distants. Et il suffit de regarder un petit peu ce qui se passe sur les métriques pour voir notamment la bande passante utilisée, etc. etc. Enfin, toujours cette philosophie one-click. Donc, on est granulaire à la VM en termes de réplication. On peut, si on le souhaite, avoir une consistance applicative, notamment sur des mécanismes BSS. Et tout simplement, après, voilà, on a nos VM, elles s'exécutent. Je souhaite créer une nouvelle VM. Comment j'opère? Tout simplement en donnant le nom de ma VM. Pourquoi pas aller Sium démo. La time zone qui va bien, donc là je suis toujours sur Paris-Berlin, le nombre de sockets que je souhaite, le nombre de cœurs, le nombre de gigas de RAM souhaité. J'ai par défaut un CD-ROM, je peux rajouter l'équivalent d'un VDisk, donc soit vierge, ou alors en se calquant sur un modèle qui est déjà défini dans la bibliothèque, pour lequel on va pouvoir venir choisir pourquoi pas de la Debian, qu'est-ce que j'ai d'autre ici? On a de la FortiGate VM, on a de l'IQ, du Move, etc., etc. On peut avoir également ici des VDisks avec des OS Windows Server 2019 complètement sysprêtés. Donc l'idée aujourd'hui, c'est plutôt de créer from scratch donc un VDisk. On choisit le datastore pour lequel, sur lequel on veut stocker
comment le VDisk en question, on lui donne sa taille, l'index peu importe, on descend, clac, clac. Le CD-ROM ici, encore une fois, je vais me baser sur l'image service et je vais vouloir prendre un petit Windows Server 2019. Je descends, je vais lui attribuer une petite carte réseau sur un VLAN qui est déjà déclaré. Je fais Add et j'ai terminé. Alors, je peux mettre un script personnalisé, notamment si je veux faire du sysprep ou du cloud init sur du Linux. Donc, je fais Save. Qu'est-ce qui va se passer? Donc ici, le portail va venir provisionner directement auprès Nutanix la VM en question. Et derrière, on va la démarrer. Alors, elle s'appelle démo quelque chose. Sion démo ici. Donc on voit que pour l'instant, elle est éteinte. Je vais faire un petit power on. Derrière, l'instruction va lui être lancée comme quoi on a besoin de lancer la VM. Donc, encore une fois, on est ici full HTML5. Et donc après, il suffit de cliquer sur Launch Console pour se retrouver directement, alors toujours au travers d'un navigateur web, directement connecté sur la console de la VM en question. On n'a pas besoin de client lourd, juste d'un navigateur compatible à HTML5. Okay. Et là, ça y est, on a lancé l'installation de notre Windows Server 2019. Donc forcément, après, derrière, on peut opérer sur ces VM-là des clones, on peut faire des snapshots. L'intérêt aujourd'hui avec AHV, c'est que lorsque vous faites un snapshot, le snapshot, il est immédiat. Il est sans douleur pour la VM. Okay. Donc, snapshot 1, clac, submit. Je le fais pendant que la VM est en train de démarrer. Et aujourd'hui, que ce soit un serveur de base de données qui lance un gros traitement, ou même les snapshots qui sont utilisés pour les backups, d'un point de vue Nutanix AHV, c'est complètement transparent et indolore pour la VM. Okay. Bon, on va laisser la VM tourner tranquillement. Donc l'idée, c'est on est capable de faire des snapshots, de les garder ici, de les cloner, de les restaurer avec un autre nom de VM, etc., etc. On est également capable de cloner cette fameuse VM, toujours sans douleur. On va l'appeler clone. On fait save. Et ici, donc, Nutanix va nous faire un clone de la VM en live. Donc, on sera ici crash consistant en termes de consistance de la donnée. Et donc, elle devrait apparaître ici dès qu'on aura fait l'aller-retour au niveau web. Je reviens sur la partie VMware en attendant. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, excusez-moi, je clique trop. Donc, console Prism, également pour un cluster VMware, on va retrouver exactement la même console, si ce n'est qu'ici, au lieu de marquer HV, on aura de l'ESXi. L'intérêt avec Nutanix, notamment sur ce type de solution, c'est qu'on est capable de tout mettre à jour. Aussi bien la partie Nutanix que la partie hyperviseur, à chaud et sans interruption de service. On le fait aussi simplement qu'avec un smartphone. D'accord ? Le temps que ça charge, je pense que j'ai mon tuyau qui est pas mal pris sur ce cluster-là pour y accéder. L'idée, encore une fois, on revient ici sur la partie clone. Le clone est fait, il est déjà à disposition. D'accord ? C'est un petit peu longué en termes de réseau. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on peut mettre Nutanix à jour aussi simplement qu'une application sur un smartphone, mais on est capable de le faire pour la couche Nutanix, mais également pour l'hyperviseur que vient chapeauter Nutanix. Donc, typiquement ici, je suis en VMware 6.5, je veux passer le nouveau patch de sécurité de cette fameuse version. J'ai juste à charger l'ISO en question, je fais upgrade, et c'est Nutanix qui va s'occuper de la mise à jour sans aucune intervention de votre part. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir mettre le premier hyperviseur en mode maintenance et donc déplacer toutes les VM, si vous avez du VMware, donc avec du DRS, sur les nœuds restants, mettre à jour l'hyperviseur, sortir du mode maintenance, reprovisionner les VM sur l'hyperviseur en question et passer au second, et ainsi de suite. La mécanique est exactement la même, quel que soit l'hyperviseur, notamment celui sur AHV.
L'idée, encore une fois, avec AHV, c'est que vous avez le même niveau fonctionnel, notamment si je prends le cas de VMware avec de l'entreprise plus, qui inclut la partie DRS. L'idée, encore une fois, c'est que quel que soit l'hyperviseur, on a exactement la même console. On est vraiment dans une approche qui est totalement cloud d'entreprise. Qu'est-ce que je peux vous montrer également? Alors, toute la partie BIOS se fait de la même manière. Hein. Aujourd'hui sur Nutanix, c'est savoir que tout ce qui est BIOS, firmware, driver, tout ce qui est carte de management, ILO, IMM, iDRAC, on est capable de les mettre à jour au travers de la console Nutanix, et ce, sans interruption de service. Fini les maintenances le soir, le week-end dédiées à la partie infrastructure. Je regarde l'heure, on commence à déborder un petit peu. Je vous encourage à poser vos questions en même temps que je termine tout simplement la partie démo. Sachez également que Nutanix, au travers de son support, vous permet de pouvoir activer ce qu'on appelle le remote support, à savoir vous ouvrez un case chez Nutanix, vous ouvrez le remote support pendant 24 heures et Nutanix va pouvoir retrouver votre cluster par rapport à son numéro de série inscrit dans le case et se connecter directement au cluster pour effectuer le dépannage. On est capable également, au travers de Pulse, un petit service qui anonymise en fait les données d'usage de votre cluster Nutanix, qui les envoie directement aux quartiers généraux, de pouvoir automatiquement créer des cases si toutefois il y avait une panne matérielle constatée, typiquement une panne d'alimentation, une panne sur un disque, etc. etc. J'essaye de respecter un petit peu le timing sans trop déborder. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette présentation du Nutanix AHV? N'hésitez pas, hein. On est là pour ça. Non, toujours pas? Ok. Écoutez, merci en tout cas de votre participation qui était nombreuse. Et puis, écoutez, moi, je vous dis à très prochainement pour les autres webinaires, notamment sur celui de mardi prochain dans la matinée pour tout ce qui est Prism, éléments Prism. En vous souhaitant une bonne journée. Au revoir.